Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Gignac. Je vous souhaite la bienvenue à Personnalité. Notre personnalité cette semaine, c'est un artiste. Vous le connaissez très bien, il est chanteur et il chante aussi bien en français qu'en algonquin, mais il est également acteur. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir dans le tout dernier film de François Girard, Hochelaga, Terre des âmes. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Samian. Bonjour Samian. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. D'abord, j'aimerais qu'on parle du film Hochelaga, Terre des âmes. Tu as eu le rôle principal. Est-ce que tu peux nous tracer les grandes lignes pour ceux qui ne l'ont pas encore vu? Ben, Hochelaga, Terre des âmes, c'est quand même une fresque historique assez ambitieuse. François m'a présenté le projet, puis j'avais hâte qu'on fasse un film sur un sujet comme ça au Québec. Ouais. Et puis, mais quand on plonge, écoute, dans le début de l'histoire, évidemment, ça se passe dans un match de football et un effondrement de terrain qui se passe au stade Percival-Molson à Montréal. Et cet effondrement de terrain-là forme un sinkhole. Et puis, on a Baptiste, le personnage que je joue, en fait, l'archéologue, qui a l'opportunité de sa vie de faire une des plus grandes fouilles archéologiques et de rechercher le village d'Hochelaga et de retracer 750 ans d'histoire de Montréal. Donc, on se retrouve en 1267, au début du film, avec un prophète qui nous prophétise 750 ans d'histoire. Et en 2017, on a un archéologue qui nous raconte 750 ans d'histoire. Donc, il y a une croisée des chemins à travers plusieurs tableaux, à travers plusieurs dates précises de l'histoire de la ville de Montréal, de l'histoire du Québec aussi en général. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup parler des peuples autochtones. Bien, on peut pas passer à côté. Ben oui. Je pense que je me rappelle, François se faisait demander c'est comment de faire un film sur les Premières Nations. C'est pas de se dire, OK, on fait un film nécessairement sur les Premières Nations. Je pense que quand on veut faire une fresque historique sur le Québec, sur l'Amérique en général, on ne peut pas passer à côté de l'histoire des Premières Nations. Donc, il ne faut pas oublier que les Premières Nations, on est les racines de l'Amérique. Et je pense que ce film-là est justement un retour à nos racines et ça fait du bien. Oui. Est-ce que tu trouves que François Girard, justement, dresse un portrait juste des Premières Nations? Très juste, Ouais. très respectueux, avec une grande délicatesse, une belle poésie. Tu sais, François est quand même... On sait qu'il fait de l'opéra, on sait qu'il fait de la mise en scène, du cinéma beaucoup, mais je réalise qu'à travers ses films, c'est un mélange de tout ça. Il y a un mélange c'est un chef d'orchestre aussi qui nous dirige. Tu sais, ça a été magnifique de travailler avec François parce que il me dirigeait comme un chef d'orchestre dirige des musiciens. Donc, il dirige les acteurs de cette façon-là. Et c'est tout à notre avantage, dans le fond. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu aller encore plus loin, tu sais, pour montrer ce que les Blancs ont fait subir aux Autochtones dans le temps? Est-ce qu'on veut vraiment aller là? Tu sais, Je regardais le film, je m'attendais à ce que ça aille un peu plus loin. J'avais lu un peu les critiques avant. Puis... Mais les critiques, il ne faut pas se fier aux Non. critiques. Je trouve que les critiques sont... les critiques aux États-Unis, les critiques en Europe, c'est des bonnes critiques. Je trouve qu'au Québec, c'est plus une opinion personnelle qu'une critique. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça dommage, de la manière que les gens ont critiqué le film, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'était plus des opinions personnelles, des gens qui se disent « OK, il faut que j'aille le voir le film cet après-midi parce qu'il faut que je dois écrire un article ce soir pour la presse demain matin, donc je vais trouver les failles du film. » Donc une critique, pour moi, au Québec, je trouve ça un peu... c'est plus des opinions que d'autres choses que de la vraie critique cinématographique. Est-ce que tu as appris toi-même des choses sur l'histoire du Québec? Beaucoup, Oui? beaucoup. On apprend à travers le film... c'est marqué de dates bien précises sur notre histoire. C'est sûr que, comment on pourrait dire, autour de ces dates-là, ça a été romancé à travers le film, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui s'est passé que j'ignorais. Je veux dire, Serge Bouchard a été un très bon conseiller, Roland Tremblay aussi. Il y a eu beaucoup de monde autour de François qui ont... par rapport au scénario, par rapport à... Selon toi, c'est quoi les grandes forces du film? La poésie. Ah oui. La poésie. Moi, la première fois que quand on a fait le visionnement d'équipe, je suis ressorti du cinéma en me disant « Wow,
quel beau poème, finalement. Et pour moi, c'est ça. Je veux dire, ça reste un film d'abord et avant tout. Ceux qui l'ont critiqué par rapport à l'histoire, par rapport à peu importe, je veux dire, écoutez, là, c'est un film. Je veux dire, faut avoir l'état d'esprit de se dire, je m'en vais voir un film et puis de s'abandonner aussi. Et voilà, moi, j'ai vu un beau grand poème. Mais oui, de la poésie autant dans les images que dans le texte aussi. C'est bien écrit, le punch est bon, je veux dire, c'est signé François Gérard, je veux dire, qui rêve pas de faire un film avec François un jour dans sa vie. Et voilà, je suis pas mal béni, en fait. Ton expérience en tant qu'archéologue, ça s'est passé comment? Ah, c'est génial. Écoute, mon beau-père est archéologue. J'ai eu les figurants avec qui je travaille aussi dans le film, c'est des archéologues. Donc, tous ceux qui m'entouraient dans ce projet-là étaient du milieu archéologique. Donc, c'était plus facile peut-être de... C'est ça qui est le fun en tant qu'acteur, c'est d'apprendre toujours d'autres métiers aussi. Oui. Et non, ça a été une belle expérience. C'est un travail très minutieux, très patient. Juste la manière de fouiller, la manière de prendre le temps, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Est-ce que tu sais comment les gens des Premières Nations ont réagi à ce film-là? Très bien. Oui. On a eu le privilège de le présenter au festival d'Abitibi, à Rouyn-Noranda, et puis le trois quarts de la salle était autochtone. Beaucoup de ma famille, de mon village aussi, de certaines communautés algonquines en Abitibi qui sont venues. Il y avait une belle fierté aussi d'entendre l'Anishinaabe, notre langue à nous. Oui. On entend beaucoup de Mohawk, évidemment, parce que, bon, ça se passe dans un village iroquoien, mais il y a quand même l'époque des coureurs des bois et les Algonquins. Donc, ça, c'est quand même touchant d'entendre ça. Pour moi, c'est la première fois que j'entendais de l'Anishinaabe, de la langue de ma grand-mère sur grand écran. Ah oui, mais c'était... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait plusieurs langues. Donc, on entendait parfois des bouts en anglais, en français, autochtone et tout ça. Donc, oui, il y a du créole, il y a de l'arabe, il y a tout un mélange. Il y a aussi, c'est évidemment l'histoire du Québec, mais aussi à travers le métissage, à travers... C'est intergénérationnel aussi. Oui, c'est historique et tout, mais on réalise vers la fin du film tout le lien de génération aussi par rapport à... Je ne veux pas trop en dire. Là. Mais c'est un film à voir et on va aller le voir. On va regarder un extrait tout de suite. Alors, on se retrouve après la pause en compagnie de Samian. Avant de laisser la parole à M. Assigny, j'aimerais souligner que la thèse qu'il soutient aujourd'hui, il y travaille depuis 10 ans. Membre du jury, je tiens à préciser que le site étudié, le stade Percival Molson, s'est avéré particulièrement riche. So I'm asking you to think about what happened a year ago, 10 years, 20, 50, 100 years ago in this stadium. Il s'est passé quelque chose au stade McGill. Zadun het Sirwanen. Tewatunnene. Tässä Yiskanen Keka. Juste avant d'aborder le thème central de ma thèse, je tiens à préciser que plusieurs des artefacts qu'on a déterrés n'avaient aucun lien avec le sujet de ma recherche. J'ai regroupé ces artefacts dans un chapitre intitulé « Découverte accidentelle ». On est de retour à Personnalité en compagnie de Samian. Samian, tu as vécu dans la réserve de Picogan jusqu'à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance? Tu as fait des recherches, hein? Oui. Non. Qu'est-ce que je retiens de mon enfance? Beaucoup de choses. Premièrement, d'apprendre à me connaître, surtout. J'ai grandi en tant que métisse. Picogan a quand même été C'est ta mère qui était algonquine et ouais, ton père... Okay, mais il y a tout le mélange de ne pas se faire accepter sur une réserve parce que tu es blanc.
et d'aller chez mon père en ville et de ne pas se faire accepter parce qu'on est amérindien. Et en famille d'accueil aussi, à travers tout ça, j'habitais chez un pasteur d'une église chrétienne et de ne pas se faire accepter parce que j'étais chrétien. Comment tu as réussi à faire ta place? En écrivant. Je pense qu'en écrivant, je pense que l'art a été la chose qui m'a permis de me connaître, finalement. J'ai vraiment grandi à travers l'écriture, à travers le temps. Et puis, fait que quand tu réalises... Parce que je parlais pas, je veux dire, j'étais un enfant qui parlait pas beaucoup. OK. Tu sais, quand tu te fais battre parce que t'es autochtone, tu te fais battre parce que t'es blanc, on te bat parce que t'es chrétien, je veux dire, à un moment donné, il y a une espèce de zone dans ta vie où est-ce que tu te demandes t'es qui, et pourquoi t'es là. Et je pense que l'écriture, à l'âge de 12 ans, a commencé à prendre une place vraiment importante dans ma vie pour justement apprendre à me connaître, savoir qui je suis. Est-ce que tu lisais à ce moment-là? Pas beaucoup. Tu écrivais? Qu'est-ce que tu écrivais? Ma vie, mes états d'âme, ce que j'avais envie de véhiculer. OK. Puis j'avais simplement envie d'exister. Et envie de... Peut-être même au-delà d'exister, mais de dire qui je suis aussi. Et je pense que j'ai appris à me connaître de cette façon-là. Est-ce que tu partageais tes textes avec les autres, non? Non. C'était caché. La première fois, je pense, où tu as partagé tes textes, c'est lorsque ta sœur t'a inscrit à un concours de poésie. Ouais. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux me raconter l'expérience? J'étais retourné aux études. Et, c'est drôle parce que la semaine passée, j'étais en conférence en Abitibi, dans les écoles chez nous à Amos. Et il y a des professeurs que, justement, j'étais retourné à l'école des adultes un jour. Et puis, il y a des professeurs qui étaient là. J'ai fait le vernissage aussi de l'exposition de photos Enfants de la Terre. Ils sont venus me voir en me disant, écoute, est-ce que tu te souviens la première fois que tu es monté sur scène, la première fois que tu as partagé tes textes? Et c'était le fun de revenir, justement, passer un moment avec tous les jeunes des écoles et de retourner à l'endroit où j'avais performé pour la première fois et ce qui m'avait peut-être dit ce que j'allais faire dans la vie. Et puis... Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? La réaction. Je pense la réaction des gens, l'écoute. La réaction du public? La réaction du public, l'écoute du public, d'être attentionné, d'être... je pense que c'est la plus belle chose, c'est justement quand tu as envie de livrer un message que, ben, probablement qu'il y ait un public, je veux dire, ça va de soi, mais en même temps, pour la première fois, quand je l'ai fait, c'était ça. Il y avait ça m'avait touché, ça m'avait marqué. Les gens t'écoutaient? Oui, puis pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir créer, de pouvoir dire qui je suis, de pouvoir exister, de me sentir vivant, je pense, pour la première fois. Et ça a commencé comme ça. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ensuite, je crois que l'élément déclencheur de ta carrière, c'est lorsque le Wapikoni, c'est bien ça, le Wapikoni mobile est débarqué dans la réserve. Oui, ils sont venus à Picogan, une des premières escales. Qu'est-ce que c'est le Wapikoni, pour ceux qui ne connaissent pas? Wapikoni, c'est une roulotte itinérante qui va dans plusieurs communautés. Au début, écoute, c'est en 2004, donc ça fait quand même plusieurs années, et c'était seulement au Québec au départ. OK. C'est une roulotte qui vient avec des formateurs pour nous initier à la technologie du cinéma, des salles de montage, comment le son, les caméras, tous ces trucs-là pour faire des courts-métrages. Mais il y avait un studio d'enregistrement. Moi, c'est ce qui m'attirait dans la roulotte. C'était le but d'enregistrer de la musique. J'ai jamais été porté sur le cinéma. J'avais pas ça d'instinct. C'était vraiment le côté musical qui m'intéressait dans la roulotte. Aujourd'hui, il y a une musique nomade aussi qui est associée à Wapikoni. Mais Wapikoni a pris une expansion incroyable, je veux dire, à travers le Canada. Tu es le porte-parole aujourd'hui? Je l'ai été, tu l'as été longtemps. Je pense que de se dire porte-parole encore aujourd'hui, je pense que Wapikoni va de soi. Tu sais, après toutes ces années, ça bat de ses propres ailes. Je veux dire, ça a fait des petits partout au pays, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Ça voyage énormément. Là. Ça a voyagé vraiment partout à travers le monde, Wapikoni. Donc, ça a été un... Oui. Tu chantes en français, mais tu chantes aussi en algonquin. Et pourtant, tu as oublié la langue algonquine lorsque tu es parti de la réserve. Donc, tu as dû la réapprendre. Avec ma grand-mère, Avec ta grand-mère? Ma grand-mère m'aide beaucoup à réapprendre. Puis, justement, je viens de passer une semaine chez elle. Elle me parle en algonquin. Donc, c'est quand même... Ouais, parce que les pensionnats ont eu un gros impact sur plusieurs générations. Pas seulement une, mais plusieurs générations. Donc, c'est sûr que ma grand-mère nous a beaucoup enseigné le français, à ma mère, donc dans ma famille aussi, dans ma génération aussi, ça a été
C'était le français, mais Est-ce que tu as peur que la langue algonquine se perde? est en train de se perdre tranquillement. Est-ce que tu vas l'enseigner à tes enfants? Oui, mon fils, ce qui est le plus difficile, c'est que mon fils, on vit quand même ici depuis, mon fils a 10 ans. Et on vit en français, dans une société francophone aussi. Et on n'a pas l'occasion de dialoguer en algonquin tous les jours. C'est quand même, c'est difficile. Quand on est parti de la communauté, on a vécu 4 ans à Sherbrooke. Tu parles français à tous les jours, tu vas à l'école en français, à un moment donné, une langue, ça peut se perdre rapidement. Donc, ça a été un des gros impacts. Ouais. On reste là, on fait une courte pause et puis on revient en compagnie de Samian. On est de retour à Personnalité en compagnie de Samian. Il y a des réserves encore aujourd'hui qui n'ont pas d'eau potable, pas accès à l'électricité. Ça doit te faire de la peine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? L'éducation. Dire la vérité. Je pense que c'est la plus grosse tâche de notre pays, c'est le fait de mentir encore aujourd'hui aux jeunes dans les écoles, ou de leur raconter n'importe quoi, ou L'Autochtone, le but n'est pas de vivre dans le passé. Le but est d'y retourner pour justement emmener une réalité et une vérité non dite en ce moment dans notre système d'éducation. Il y a plusieurs formes d'éducation. Je pense que les parents ont un devoir, je pense que les professeurs ont un devoir, l'État a un devoir, nous doit l'éducation aussi. Je pense que je fais énormément de tournées de conférences dans les écoles depuis 4 ans, puis que les gens ignorent la loi sur les Indiens, le régime d'apartheid, ce génocide toujours actif en 2018, c'est un peu inacceptable. C'est un peu... c'est hypocrite de notre part. Je veux dire, dans un pays comme le nôtre où on prône la tolérance, on prône l'ouverture sur le monde et tout, et on enseigne plus sur les cultures internationales que sur notre propre histoire. On passe très vite là-dessus et souvent on mentionne pas tout. Il y a des mensonges aussi qui se trouvent là-dedans. C'est mal fait, en fait. Je dirais pas à la limite que c'est des mensonges, mais c'est de pas dire la vérité. Ouais. Donc la ligne est mince entre les deux. Puis j'ai vraiment à cœur, j'ai ce désir-là profond qu'on raconte la vérité aux jeunes dans les écoles. Il faut que les jeunes comprennent que la loi sur les Indiens active aujourd'hui a inspiré le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et quand Nelson Mandela a aboli le régime d'apartheid en Afrique du Sud, le Canada a été un des premiers gouvernements à aller applaudir ce geste-là. Alors que ce génocide-là et cette ségrégation-là existent encore dans notre pays. Ce génocide-là est toujours actif dans notre pays. Alors, quand tu arrives dans le système d'éducation, puis on te raconte tout ce qui est folklorique, tout ce qui... On passe à travers les peuples nomades, on passe à travers les peuples sédentaires, on nous nomme le nom des nations au Québec. C'est beau, c'est correct, mais je veux dire, faites votre part, tu sais, je veux dire... L'éducation, est-ce qu'il y a des gestes concrets qu'on peut poser? L'éducation de tout le monde, autant chez les jeunes autochtones qu'autant chez les jeunes allochtones qui sont dans les villes. Les gestes concrets, c'est ça. Il y a des communautés où est-ce qu'il manque de professeurs, où est-ce qu'il manque Et concrètement, c'est oui, ça peut passer par les écoles, mais aussi, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir assez de... Peut-être pas nécessairement... Je dis pas qu'on boycotte le système d'éducation, mais il y a plusieurs formes d'éducation. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui peuvent s'impliquer dans les communautés autochtones pour être capables d'apporter une nouvelle forme de savoir à travers peut-être la littérature, à travers le partage, les conférences. Il y a toutes sortes de formes d'éducation et puis c'est ce que je prône le plus en ce moment. Ouais. On parle beaucoup de nos différences, de ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous unit? Tout, la foi, l'art, le partage, prendre le temps de s'écouter, de prendre... les conférences que j'aime faire, c'est basé sur les jeunes. Et elles ne sont pas basées sur moi. Souvent, on m'invite, on me dit « Ah, on aimerait ça que tu parles de ton parcours, on aimerait ça que tu me parles de ton métier. » Je refuse de le faire. Je m'excuse, mais je vais pas aller voir les jeunes pour leur parler de qui je suis. Pas qui je suis, mais de ce que je fais dans la vie.
ce qu'on me demande de faire. C'est comme, si vous voulez savoir ce que je fais, comme, allez sur Google, ils vont vous le dire, mais... On va quand même en parler un petit peu, si ça te dérange pas. Je veux absolument parler de ton exposition de photos, tes photographes. Oui, je suis photographe. J'aimerais qu'on parle de ton exposition qui s'appelle Havila. Havila, c'est la prochaine. En ce moment, c'est Enfants de la Terre qui circule encore, qui est né à la Place des Arts depuis 2 ans déjà. Là, elle est à Amos, en Abitibi. Elle est aussi à l'ATU, à Montréal, jusqu'à l'automne. Mais Havila, oui, s'en vient cet automne, le livre et l'exposition. Havila, c'est un village du Burkina Faso. Oui. C'est un village d'orphelins, en fait. C'est plusieurs villages autour de... Le village le plus près, c'est Ramongo. On est peut-être à 80 km de Ouagadougou, la capitale, et c'est un village d'orphelins. Et qui est en train de se bâtir. Comme en ce moment, il y a déjà des petites infrastructures, il y a des poulaillers, il y a un puits, il y a une tout petit... il y a des machines pour transformer le blé, le maïs et tout. Et le but, c'est de bâtir une école pour les enfants. En ce moment, il y a une quarantaine d'enfants orphelins qui vivent au village à Avila. Et c'est un ami à moi qui a parti ce projet-là avec sa femme en 2009. Et voilà, j'ai décidé... Et toi, tu vas faire une exposition? Une expo, un livre, et les fonds amassés vont retourner au village pour bâtir l'école pour les enfants. Ouais. Puis, bon, malheureusement, on doit déjà se quitter. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. On te suit, on va voir l'exposition. Tu as aussi une soirée à l'OSM qui s'en vient, qui s'intitule Contes et légendes. Donc, c'est ça, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde. Je ne suis pas un surhomme et je prétends pas pouvoir m'en sortir seul. Les yeux vers le ciel, les pieds sur le sol. Je prends mon mal en patience, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai décidé de m'abandonner pour que ma vie prenne un sens. Je prends tes mots comme une médication. J'entends ta voix par la méditation. Avant ma Bible servait à rien dans ma bibliothèque. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que t'es un vrai poète. Comme de la musique soul, tes mots sont des mots. Dès l'aube, j'ouvre ma Bible pour lire quelques psaumes. Peut-être que je t'en demande trop, peut-être que je t'embête, mais merci d'être toujours là quand je traverse une tempête. C'est dans les temps durs qu'on reconnaît nos vrais amis. Tu ne m'as jamais abandonné, j'aimerais te dire merci. Sur ma vie, t'as versé quelques versets, ce qui m'inspire à t'écrire quelques